Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Justine Choquer, photographe de mode. Avec Justine, nous avons discuté de tout ce qu'il y a derrière un shooting de mode, du choix des mannequins ou encore du choix du lieu, car un shooting peut être tellement polluant. Si toute l'équipe décide de prendre l'avion, par exemple, pour photographier une nouvelle collection sur une plage paradisiaque, ou si un décor est spécialement créé pour l'occasion avant d'être jeté. Mais il y a aussi la problématique de l'image, du choix des mannequins, du manque de diversité et de la sexualisation des corps. Avec Justine, nous avons essayé d'évoquer tous ces sujets et j'espère que l'épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Justine. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et puis d'être venue jusqu'à moi puisque tu viens de Marseille et tu arrives tout juste de Marseille. Oui, tout à fait. Alors pour cette première question, c'est une question que j'aime bien, c'est de remonter un petit peu en arrière et de voir un petit peu dans quel contexte tu as grandi, quel genre d'éducation tu as reçu, pour savoir un peu si les valeurs que tu as reçues pendant que tu étais enfant et petite ont influencé la personne que tu es devenue. Alors j'ai vécu du coup dans le sud de la France, à Avignon, parce que je suis native de là-bas. Donc j'ai vécu une enfance assez classique avec mes parents, une grande sœur dans une grande maison de ville, une éducation qui fait celle que je suis aujourd'hui. Ça peut paraître cliché, mais c'est vrai, parce que mes parents m'ont inculqué une éducation que j'aimerais transmettre aussi. Donc voilà, dans le partage, j'ai jamais eu de tabou avec mes parents. On nous a toujours éduqués. J'ai eu la chance d'aller au musée, de voyager, de manger ce que je veux. Ça peut paraître bête, mais voilà, j'ai été éduquée sur tous les points. On va dire ça comme ça. Très bien. Bon, on va voir. De toute façon, on va détailler tout ça. On va rentrer un peu dans le détail de qui tu es et de ce que tu fais. Donc, je le disais, tu es installée à Marseille. Je me demandais comment tu choisis les marques avec lesquelles tu collabores. Donc, tu fais beaucoup de mode, hein. Oui. C'est aussi pour ça que je t'ai invitée sur le podcast. Mais comment tu les choisis, ces marques ? Alors, on me choisit et je les choisis, on va dire ça comme ça. Quand c'est moi qui contacte des marques, parce que ça m'arrive encore de démarcher des clients, hein, ça fait partie du métier, hein, on n'y pense pas assez souvent, mais ça fait partie du métier. Je me tourne vers des marques qui m'inspirent, ou même dont je suis cliente, ou dont j'aime la DA, dont j'aime les couleurs, où je me retrouve là-dedans. Et après, pour les clients qui viennent me trouver, on va dire ça comme ça, c'est toujours hyper flatteur. Et c'est au feeling, en fait. Je pense que c'est au feeling. Il y a un feeling qui se crée. Les gens voient mes images, ils disent « Ah, c'est cool, ça peut correspondre à notre marque. Ah, ça change un peu, on a envie de faire évoluer la marque. » Voilà, tout simplement. Ok. Ça t'est déjà arrivé de ne pas collaborer avec une marque parce que tu sentais qu'elle était trop loin de tes valeurs ? Non. J'espère pas, voilà, on touche du bois. Non, pour l'instant, non. J'ai jamais eu de marque qui me proposait un projet qui rentrait pas dans mes valeurs. Ce que je t'avais dit au téléphone, c'est qu'on m'appelle aussi photographe body positive, qui me colle à la peau, mais dont j'aime plus ou moins l'appellation maintenant. C'est jamais moi qui ai dit je suis photographe body positive. Donc les marques m'appellent pour ça la plupart du temps. Donc c'est vrai que forcément, vu que moi j'essaye d'inclure toutes les personnes possibles et de représenter tout le monde, quand on m'appelle pour un tel projet, je peux pas dire non, ça rentre pas du tout dans mes critères. Donc non, j'ai jamais eu de marque qui m'a proposé quelque chose où je me suis dit non, je suis pas du tout à l'aise pour faire ça. Donc, avec les mieux. choix. Ouais, c'est clair. Que ça n'arrivera jamais parce que c'est quand même hyper touchy. Mais voilà.
Ok. Et cette appellation de body positive, en quoi elle te gêne? Bon, c'est vrai qu'en plus tu te dis, bah non, mais en fait, je photographie juste la réalité et qui sont les femmes aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi le mot en soi te gêne? Le mot body positive, il est apparu peut-être maintenant il y a presque 10 ans, quoi. Enfin, ça fait très longtemps qu'on en entend parler. Moi, je l'ai beaucoup étudié pour mon mémoire de fin d'études, donc en 2016. Donc en fait, le body positive, c'est juste accepter tous les corps. Si on en revient vraiment à la définition initiale, enfin en tout cas pour moi, la définition initiale, c'est ça. Et quand on me dit, oui, toi, t'es body positive, t'es photographe body positive, ok. Mais pourquoi les autres ne le seraient pas, en fait? Pourquoi je dois me cantonner dans une étiquette? J'ai énormément de mal avec les étiquettes et les cases, hein, sans doute. Pourquoi mon voisin qui est photographe, il pourrait pas être... Enfin, pour moi, je suis photographe, je suis pas photographe body positive. Oui, je suis photographe de mode, à la rigueur, mais body positive, non. Je trouve ça hyper réducteur. Et après, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, mais qui travaillent dans la mode, mais tu sais que les gens que tu prends en photo, il n'y a pas tous les photographes qui accepteraient de les prendre en photo. Donc là, heureusement que j'étais assise parce que j'aurais pu faire un malaise, clairement. Mais je me dis, mais quoi? Enfin, je veux dire, c'est des gens qu'on voit dans la rue, c'est des gens complètement normaux. Enfin, qu'est-ce qui est gênant de les prendre en photo? Moi, ça m'effare, quoi. Et c'est toujours le cas. Ouais. C'est toujours le cas. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi peut-être de décrire à celles et ceux qui nous écoutent de comment ça se passe un shooting dans le détail. Comment c'est toi qui choisis les gens que tu vas photographier? Comment ça se passe en fait? Alors chaque shooting est différent. C'est aussi pour ça que j'adore ce métier parce que tu fais jamais la même chose. Donc tout dépend parce que moi, sur mon Instagram, c'est vrai qu'il y a des projets pro et des projets perso parce que j'ai la chance d'avoir encore du temps pour faire des projets perso et pour moi c'est ça qui crée l'ADN de ton travail parce qu'en projet pro tu peux vite être réduite, c'est pas toi qui as la main sur la direction artistique, c'est pas toi qui as la main sur le choix des mannequins, sur le choix du fond, enfin sur le choix du lieu, etc. Donc tout dépend. Si le client te laisse carte blanche, donc ça c'est un peu le job de rêve parce que c'est ce que tu veux faire toi, mais t'es payé, hein, on va dire ce qui est. Donc c'est génial et on t'appelle aussi, on te fait confiance, pas simplement pour faire les images, mais pour tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est des discussions, c'est des mood boards. Le client, moi j'aime quand même qu'on s'entende sur ce qu'il veut pas. Pour le choix du lieu, voir si ça colle avec l'ADN de la marque ou de la collection. Et après, le choix des mannequins, c'est vrai que j'aime y participer, hein, on va pas se mentir. J'aime un peu influencer parfois. Pour vérifier que quand même il y aura toutes les personnes seront représentées. C'est rare, qu'on se le dise sur les jobs, où c'est des marques qui me contactent, ou c'est des marques qui justement dans leur campagne depuis toujours ont un système de on prend toutes les femmes parce que c'est ok, parce qu'on a envie de dire que c'est ok, on arrête de se cantonner sur des dictates pourris, mais c'est encore rare. Je pense qu'il y a des marques qui galèrent encore à faire ça et appelez-nous quoi. Ouais, ok. Et pour revenir aussi un petit peu à l'ADN aussi du podcast Nouveau Modèle, qui est de parler aussi des dérives de l'industrie textile, j'aimerais bien savoir, toi, en tant que photographe, parce que tu es de l'autre côté de l'objectif, la personne qu'on ne voit pas quand on voit une photo de vêtements, à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile et des dérives au sens large, c'est-à-dire que ce soit écologique, que ce soit éthique, social, toutes les dérives, quoi? Je sais pas si vraiment il y a une date ou un shooting, par exemple, qui m'a fait me dire oula, là il y a quelque chose qui cloche. Je pense que d'abord, avant d'avoir la conscience professionnelle, tu l'as personnellement. Donc on critique souvent Instagram, mais moi ça m'a clairement éduquée sur plein de sujets. Il y a des posts qui tournent autour de ça depuis maintenant des années, donc c'est cool. Même si le rythme est assez lent, mais bon, on y croit, il faut y croire. Mais je pense que c'est d'abord une constatation perso de se dire attends, je dis souvent que j'aime mon métier et le secteur dans lequel je gravite, que je l'aime autant que je le déteste, et ça commence à y faire partie, cet aspect écologique, cet aspect un peu superficiel aussi, qu'on nous bourre le crâne de choses qui sont complètement futiles et stupides. Mais moi ça a vraiment été une constatation perso en me disant attends, qu'est-ce que ça engendre un défilé de mode, une fashion week. C'est quand même un truc de malade de faire venir des gens des quatre coins du monde et de les faire prendre des avions pour qu'ils fassent toutes les villes. Les shootings, moi, j'ai jamais eu encore l'occasion de faire une campagne à l'étranger. Par exemple, j'ai jamais pris l'avion pour aller faire des photos. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller aussi loin parfois pour faire des photos que tu peux faire en Corse ou je sais pas où, tu vois? Mais ça a vraiment été une constatation perso en me disant ok,
tu gravites dans un monde qui te correspond, mais il y a des choses qui te correspondent plus. Moi, je l'ai vu en voyant mon placard débordé de fast fashion, hein, comme beaucoup des invités que tu as interviewés. Je pense que la constatation, elle est là pour énormément de personnes. Je l'ai eu aussi grâce à ma sœur qui m'a éveillée très vite sur l'écologie, qui a tout de suite eu un penchant, si on peut appeler ça comme ça, de l'écologie, de faire attention aux marques qu'elle achetait, à comment elle consommait, etc. Donc, j'ai la chance d'avoir été éveillée sur ça. Après, je sais que c'est pas dans toutes les familles et c'est pas dans tous les placards parce que, ok, tu peux te dire, oh là là, j'ai beaucoup de trucs de fast fashion, mais malheureusement, après, au niveau des prix, au niveau de toi, ton pouvoir d'achat, tu fais comme tu peux. Après, mes parents, moi, j'ai toujours vu ma mère vu découper mes vieilles culottes pour en faire des chiffons et pas en acheter à Carrefour le dimanche, tu vois. Donc, c'est des petits trucs comme ça où tu te dis, ouais, ok, je vais reproduire ce schéma que j'ai vu quand j'étais petite, quoi. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'on... Je me suis un peu égarée. non, mais c'est hyper intéressant de voir comment tu as touché du doigt ce sujet-là. Et ça t'a... Enfin, imagine, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais Zara te contacte pour faire une campagne, de photographier leurs vêtements. Ouais. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas ? Je pense que j'accepte parce que c'est quand même... Je me dirais oui, ok, j'ai quand même shooté pour Zara parce que voilà, c'est une marque bêtement, mais qui était dans la rue principale d'Avignon, en face de H&M. J'ai vécu samedi après-midi entre Zara et H&M. Après me dire oui, tu shootes pour une marque qui est pas hyper réglo sur tous ces points-là, ça dérange. Et moi, je sais que voilà, j'ai déjà shooté. Maintenant, je me rends compte pour des marques qui avaient pas une conscience écologique très éveillée, qui font du dropshipping, qui font des trucs comme ça. Et je me dis oui, bon, peut-être que la prochaine fois, si je crame le truc avant, je verrai, tu vois, ou je me renseignerai. Mais après, je trouverais ça aussi horrible de me dire je refuse du travail. Parce que, je gagne ma vie en tant que photographe. Mais oui, tu croules pas non plus. Voilà, je croule pas sous les jobs. J'ai pas, par exemple, je suis photographe complètement indépendante, j'ai pas d'agent. C'est vrai que t'es photographe, t'as un agent. Obligatoirement, tu montes en grade au niveau des marques avec qui tu travailles parce que tu vas faire des grosses marques qui ont des gros budgets, qui vont t'amener à l'étranger, où tu vas aller shooter dans le super studio à Paris où il y aura 70 personnes sur le plateau qui ont les moyens. Et les grosses marques qui ont les moyens, ça peut être Zara, tu vois. Donc c'est compliqué, mais si Zara m'appelle demain, je dis oui quand même. Voilà. Non mais je comprends. Mais c'est un débat que j'ai souvent avec certaines invitées qui vont, par exemple, collaborer avec des grosses marques. Par exemple, Kitty Martin qui a collaboré avec Nike. Oui. Donc on en a beaucoup parlé. Elle me dit, c'est vrai que quand on est jeune, qu'on débute dans le métier, c'est compliqué de refuser un partenariat avec une marque comme ça. Et après, c'est aussi peut-être une façon d'amener le débat quand on les rencontre, de créer un peu cette, même si j'imagine qu'ils l'ont en tête, mais c'est toujours bien de le rappeler, quoi. Après, je pense que demain, Zara, s'ils m'appellent et que je leur dis oui, au niveau de votre conscience écologique, vous en êtes où ? Je suis pas sûre qu'on ait un grand débat, quoi. Je pense pas que tu vas t'adresser forcément à la bonne personne qui t'a repéré pour faire les photos, mais bon, on peut toujours essayer. C'est sûr. Bon, voilà, ça mérite de l'évoquer, en tout cas. Et depuis que tu as commencé ce métier, d'ailleurs, ça fait combien de temps? Je ne t'ai pas posé la question. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Ok. Et en 4 ans, comment a évolué ta vision de la photographie de mode? Est-ce que tu te sens plus engagée, plus militante dans la façon de faire des photos? Enfin, comment cette vision-là a évolué? Elle a évolué, en vrai, grâce aux clients avec qui tu shootes, grâce à Instagram, je le redis, parce que tu vois fleurir des marques tous les jours. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien qu'il y ait des vingtaines de marques qui seraient tous les jours? Ça, c'est un autre débat. Mais tu peux te dire, ok, c'est cool, il y a des marques qui font ça, qui essayent de faire du vêtement un peu plus propre dans tous les sens du terme que un Zara ou un H&M. Donc ça évolue aussi de ce côté-là. Et c'est vrai que je remarque que les marques que je contacte moi, c'est plus souvent des marques qui essayent, entre guillemets, de faire des efforts que des petites marques qui n'ont strictement rien à faire de la conscience écologique qu'elles peuvent apporter. Donc je pense que ça a évolué de ce côté-là. Après, de voir aussi les copains photographes, tu vois, qui font des grosses prods, qui font des gros trucs. Et je me dis, mais pourquoi tant de choses pour si peu? Ça peut paraître bête, mais pourquoi aller shooter à l'autre bout de la planète un truc, voilà, je le redis, que tu peux aller shooter à côté de chez toi en Bretagne, quoi. Donc je pense que c'est comme ça aussi, et comme les vêtements que j'ai tout à l'heure, c'est d'abord une constatation perso qu'une constatation pro pour moi.
Ok, non mais c'est intéressant. Et justement, on va revenir un petit peu sur toutes l'aspect un peu négatif ou le côté obscur de la photographie de mode et défilé. C'était donc en janvier 2020, donc il y a un an. C'est le Vogue Italia qui décidait de publier des illustrations pour remplacer les photos de son magazine. Donc c'était vraiment avec une démarche écologique. Ils l'ont justifié comme ça, en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche ? Alors, quand j'ai vu tes questions, ça me l'a rappelé, mais j'avais vu ce truc et je m'étais pas assez penchée dessus. Je trouve ça hyper bien. Alors, on va dire que c'est du greenwashing, très certainement. On va pas se mentir. Bah, c'est sur un numéro, hein. C'est sûr qu'ils ont pas révolutionné. Voilà, mais si bon. ça peut un peu éveiller les gens sur ce biais-là, bah ok, pour moi c'est du greenwashing positif, hein, on va dire ça comme ça. Il y a jamais eu ça, donc c'est inédit. Ça peut aussi montrer l'exemple parce que Vogue c'est quand même le numéro 1 de tous les magazines de mode. Moi, je trouve ça très bien. Après, il fallait un peu continuer. Se dire pourquoi pas, ok, là, on a fait un full numéro en illustration. Les prochains, il y aura de plus en plus de pages qui seront dédiées à l'illustration. Et toi, quel regard tu portes un petit peu sur tous ces shootings ? Parce que c'est vrai que tu le disais, hein, c'est énormément de personnes qu'on va faire déplacer. Il y a les billets d'avion, il y a les vols. Enfin, je veux dire, l'avion qui pollue. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as l'impression que ça peut évoluer, ça peut changer, c'est en train de changer, Alors moi, c'est pas ça peut, c'est ça doit. Clairement, quand il y a des équipes gigantesques, c'est même pas que des photographes que j'ai autour de moi, c'est des coiffeurs, des maquilleurs qui sont sur des plateaux où t'as 150 personnes, mais qu'il y en a la moitié qui travaillent pas et qui viennent d'une autre ville en Europe et qui ont pris l'avion pour venir. Déjà, pourquoi ? Et en plus, au niveau de vos budgets, ça vous ferait des coûts budgétaires moindres. Moi, je pense que ça peut changer, surtout là, on va dire, grâce au Covid, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses à côté de chez nous, qu'il y avait des gens à côté de chez nous qui étaient super intéressants, super talentueux, etc. Donc, c'est cool. Mais pour moi, voilà, c'est pas... malheureusement, c'est pas les petites marques, encore une fois, qui auront cet impact de changement. C'est les grosses marques. Quand il n'y avait pas l'avion, quand il n'y avait pas tous ces budgets et toute cette facilité de prendre un avion, parce que c'est hyper facile de prendre un avion, de réserver un billet d'avion, de l'envoyer à quelqu'un, on se débrouillait très bien, quoi. Donc, on peut revenir à avant un peu. La mode est un éternel recommencement, donc on recommence par ce biais-là. C'est vrai. Non, tu as entièrement raison. Et toi, t'es toujours resté en France. Toi, t'as toujours fait des shootings très locaux pour l'instant. Ouais. Oui. Ok. Donc ça, c'est un peu l'aspect écologique, que ce soit sur les défilés ou les shootings de mode, hein, comme on l'a dit, sur les déchets, ce genre de choses. Mais il y a un autre biais dans la photographie de mode qui est le manque clair de diversité, même si on sent que les choses sont en train de bouger et de changer, mais c'est pas encore... c'est lent. Voilà, c'est lent. On n'est pas encore là où on devrait être. On voit encore trop souvent, clairement, la mannequin blanche, mince, on la voit beaucoup trop, tout le temps. Pourquoi, selon toi, on met autant de temps à changer ? Pourquoi on a toujours, en 2021, ce genre de biais ? Pourquoi, quand on voit une mannequin... différente, on se dit c'est bien, on félicite la marque, alors qu'en fait ça devrait juste être une normale. Juste pour avoir un peu ton avis sur toute cette question là. C'est vrai que c'est loin de ma manière de penser, de ma manière de travailler, parce que comme je disais au début, moi j'ai commencé avec mes copines, elles sont magnifiques, elles sont toutes différentes. J'ai même poussé des copines à moi à faire un peu de mannequinat, qui se sont fait repérer par des magazines, des trucs comme ça. Donc je me dis ce que j'ai commencé il y a plus de 10 ans, c'était juste, entre guillemets. Je pense que il y a un gros souci là-dedans, parce que moi je me suis toujours posé la question, qui a lancé la tendance de la mannequin polonaise blonde d'1m90 avec des jambes infinies? Qui a lancé ça? Qui a lancé cette stupidité? Parce que c'est là le fond du problème. Faut remonter à la source. Qui lance cette tendance-là? Donc c'est les gros, c'est les grosses industries, c'est quoi? C'est les directeurs de Vogue? J'en sais rien. Mais pour moi, il faut déjà revenir à la base. Et oui, pour moi, c'est pas normal de dire « Oh là là, regardez, là, il y a une femme noire, c'est trop bien !» ou « Spéciale ronde !» Ben non! Si c'est normal, pourquoi vous l'écrivez sur votre couverture de magazine? Pourquoi vous le mettez dans la pub? On lance notre gamme plus size. Ok, cool. Mais vous auriez pu ne rien dire, mettre une pub avec une nana qui fait un 44
et juste ne rien dire. Et c'est là que ça devient OK. Ne pas marginaliser et ne pas se dire ah ben regardez, là on pointe du doigt encore. Enfin, on est assez pointé du doigt pour tout et n'importe quoi. Stop, quoi. Donc je pense que vraiment il y a un effort à faire encore au niveau des grosses marques. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement on se dit oui, c'est toujours les grosses marques, les maisons de luxe, les maisons de mode qui sont là depuis des années voire des siècles, qui lancent les tendances. Au final, là, ce système d'inclure tous les corps et de dire bah, c'est OK de montrer tous les corps parce que de toute manière on en voit tous les jours dans la rue, c'est les petites marques qui ont commencé. Les gens sont clients de ça, les gens sont contents de parfois se reconnaître enfin dans des pubs de magazines ou se dire ah ben regarde, elle te ressemble ou des trucs comme ça. Après bon, il y a des efforts qui sont faits. Voilà, et c'est ça que je trouve dommage. Après, je me suis renseignée quand j'ai vu ta question et j'ai vu justement que Chanel avait pris pour égérie dans certains rouges à lèvres la première mannequin transgenre qui s'appelle Teddy Kinlivan, peut-être que j'écorche son nom, donc c'était en 2019. Donc je me suis dit bon ben c'est cool, mais pourquoi on n'en a pas plus entendu parler et pourquoi ça se démocratise pas ? Voilà, tout simplement. Il faut que les grands fassent exemple sur les petits et pas l'inverse pour une fois, donc c'est cool. Mais voilà, les gens sont trop frileux parce que ça change les habitudes de consommation, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens comme ça. C'est bien aussi de bousculer un peu ses habitudes parfois. Ah bah ça, on est entièrement d'accord. Mais c'est vrai que, je sais pas si ça reflète la société ou si la société se cale sur justement ces marques de mode ou quoi, mais rien que sur les tailles, quand on te dit une taille 44 c'est une taille plus 16, enfin moi je trouve ça dingue alors que le 42 c'est la taille moyenne française, enfin c'est quand même hallucinant. Et bah en fait on va dire les choses franchement, la mode est grossophobe. Oui. Je me dis, on est en 2021, on en est encore là, quoi. Ben, la mode est grossophobe dans sa généralité, parce que voilà, on voit encore des marques qui essayent de faire bouger les choses. Je dis dans sa globalité, il y a des marques qui font bouger les choses. Hein. Enfin, si on prend la globalité, bien sûr. Et puis même moi, je m'en suis rendu compte au niveau des mannequins, donc des mannequins d'agence. Moi, j'ai quasiment complètement arrêté de travailler avec des mannequins d'agence sur des projets perso, parce que, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est toutes les mêmes. Tu veux justement, moi j'essaye au plus de me dire ok, ce shooting là t'auras une fille noire, ce shooting là t'auras une fille avec des traits indiens, etc., parce que j'aime montrer la diversité, pas pour me faire bien voir en disant oh là là elle photographie toutes les femmes. Non, c'est juste que toutes les femmes sont belles, tous les hommes sont beaux, parce que je trouve qu'on oublie aussi très souvent les hommes dans le monde de la mode et encore plus dans la grossophobie, etc. Les hommes on n'en parle jamais, c'est très très rare. Je rêve justement de faire un projet d'hommes sur ça avec de la mode plus size et de la mode qui inclut tous les corps. Là on a vu une marque française, Horace, une marque de soins qui justement sur ses campagnes a mis justement ton voisin en tant que mannequin et les gens étaient trop contents et les hommes étaient trop contents parce que le stéréotype du mec hyper musclé dans toutes les pubs, stop. Et ça on en parle très peu et c'est très dommage. Je me suis perdue encore une fois. Non, mais voilà, de dire qu'il y a un souci parce que, la mode, l'industrie textile est grossophobe, quoi. Oui, c'est ça. Je parlais du mannequinat et des mannequins d'agence. Et même en règle générale, moi, quand je cherche une modèle, je mets une annonce sur Instagram. Ou sinon, j'ai mon petit dossier d'archives Instagram où j'enregistre des filles ou des garçons que je trouve sympas. La dernière fois, pour une marque, je devais trouver une modèle qui faisait un 38. Tu te dis... Jusque-là, tout va bien. On a galéré. Parce que ce soit mannequin pro, donc en agence, ou mannequin pas pro, qui est juste modèle et qui fait des shootings, je n'ai pas trouvé de fille qui faisait du 38. Et je trouve ça très très grave, parce que je pense que dans la rue, j'arrête 30 femmes, il y en a plein qui font un 38. Mais voilà, cette taille-là aussi, entre guillemets, médium, elle est jamais représentée non plus. C'est pas juste, on représente trop les mains, c'est jamais les gros, mais il y a des gens aussi au milieu. Et ça, pareil, on les voit jamais. Le 38 ou le 40, on le voit pas, quoi. On le voit pas. Ouais, c'est vrai. Ça, soit du 32, soit... c'est les extrêmes, mais c'est toujours ça. La mode est extrême de toute manière. Hein. Non, c'est clair. Et il y avait un sujet aussi que je voulais évoquer avec toi, que j'avais pas forcément noté dans mes questions, mais pour en avoir beaucoup discuté avec certaines invitées, dans la mode durable, qu'on dit responsable éthique, là aussi, il y a un gros souci, parce qu'elle a recalqué... Elle a calqué les modes un petit peu de ce qui se faisait des grandes marques, et on a un manque clair de diversité aussi dans la mode durable, moi je trouve. Hein. Oui aussi. Je sais pas toi ce que t'en penses moi, en tant que photographe, qu'il y a un peu ce cliché de
mode durable, là, on fait des coupes un peu larges en lin, des matières flottantes. Moi, j'ai l'impression que les marques durables, au début, c'était que ça, parce que c'est des matières naturelles. Donc, il faut que ce soit une fille un peu bobo avec les cheveux longs, les cheveux au vent. Mais c'est encore une nana qui fait un 36, quoi, ou un 34, ou qui a 12 ans, en vérité. Moi, je sais que ça m'a choqué dans les premiers stages que j'ai fait aussi, l'âge des mannequins. Ça, c'est un autre sujet, mais pour moi, c'est dramatique aussi. C'est physique, mental, tout. Il y a un souci là-dedans. Mais ouais, les marques durables aussi. Après, j'ai envie de te dire, peut-être qu'ils peuvent pas mener tous les combats à la fois. On va dire ça comme ça. On va leur donner cette excuse-là. Mais si t'es durable, à part si ton choix, c'est OK, ben nous, on fait que 2 tailles de vêtements. Bon, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'ils vont aussi se faire taper sur les doigts. Mais c'est vrai que les marques durables, oui, ça reprend aussi encore ce schéma-là de nana soi-disant parfaite, dont tout le monde rêve d'avoir son corps, alors que pas du tout, quoi. C'est voilà. Ça. Et puis même au-delà de ça, en plus, je trouve que ça crée des gros soucis dans la société, d'avoir que quand tu ouvres un magazine de mode et que tu as toujours les mêmes personnes à l'intérieur, bah toi, tu es une petite fille, bah tu t'identifies absolument pas, quoi. Bah oui, mais c'est même... Après, maintenant, je trouve qu'au niveau des chanteurs, des chanteuses, là, ça bouge. Enfin, je veux dire, et là, c'est cool. Et justement, il y a des chanteurs et des chanteuses qui deviennent égéries de certaines marques ou qui font des campagnes avec certaines marques. Et là, c'est bien. Donc, pourquoi on accepte que nos acteurs, nos chanteurs, actrices et chanteuses aussi, soient des monsieur et madame tout le monde que tu croises dans la rue, mais pas les mannequins? Parce qu'on te dit, oui, mais un mannequin, la mode, le luxe, ça doit faire rêver. Mais peut-être que ça fait rêver aussi des gens qui n'ont pas ton physique. Donc, c'est là aussi que c'est dommage. Il faut tout mixer. Ah non, mais ça, je suis d'accord, parce qu'après, en plus, ça crée des complexes. Bien sûr. Voilà, c'est assez on cherche tous, justement, un modèle dans notre enfance. Enfin, j'étais fan, par exemple, de Laurie et d'Alizée. Pourtant, elles me ressemblent pas du tout. Mais je me suis jamais dit, je veux être comme elle. Après, j'ai eu la chance peut-être d'avoir cette conscience-là, de te représenter. Pour les auditeurs qui nous écoutent, je suis ronde. Donc aussi, on va te dire, ah mais oui, mais c'est facile, toi, de prôner le body positive, t'es dedans. Mais pas du tout. Tout le monde est dedans. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit tout, tu rentres dans le body positive et justement, c'est une case dans laquelle tout le monde rentre. Donc finalement, c'est même plus une case. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Mais c'est compliqué. Même moi, à l'école, quand j'étais jeune, même au collège, même au lycée, j'étais souvent la seule ronde de la bande. Et je me suis toujours dit, mes copines, elles sont pas comme moi. Ça a pu me créer des complexes, pas en me disant, ah oui, mais Trucmuche, elle est comme ça et pas moi. Juste en me disant, pourquoi je suis la seule qui est comme ça? Ouais, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là de mettre des modèles complètement différents dans mes photos. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Et il y a une autre thématique que je voulais évoquer avec toi. Tu l'as rapidement évoqué. C'est un petit peu finalement le corps de la femme dans la photographie de mode qui est quand même très corps-objet, sexualisé. Parce que souvent, on a quand même souvent, non, j'exagère un peu, mais dans certaines photographies de mode, on a tout sauf la tête. Voilà, pour résumer, du corps de la femme, on voit pas sa tête, donc c'est vraiment le corps-objet qui doit porter le vêtement, qui doit se faire oublier. Derrière le vêtement, on voit que les fesses des mannequins. Enfin voilà, dans une paire de jeans, on va pas voir la personne en entier. Donc il y a ce côté très sexuel, très hétérosexuel d'ailleurs, très sexiste quand même, parce que c'est le regard de l'homme posé sur la femme, souvent. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça aussi quand tu regardes ces publicités? Parce que j'imagine que quand on est photographe, on analyse aussi un petit peu ce qui se passe, ce qui se fait. Donc, quel regard tu portes sur cet aspect-là? Pour moi, l'important, c'est le message que tu veux transmettre derrière ça. C'est vrai que quand on pense à, entre guillemets, un corps de femme coupé, moi, je pense tout de suite aux pubs de collants, par exemple, où tu vois des jambes infinies. Pourquoi vous mettez pas des jambes un peu dodues aussi, par exemple, tu vois? Les collants, il y a des tailles différentes justement aussi. Donc voilà, il y a des femmes encore pour tous les vêtements, pareil, pour les collants, il y a plein de tailles. Donc c'est là que je trouve ça dommage. Après, pour les pubs de jeans, tout ça, est-ce que c'est sexiste? Je sais pas, parce que pourquoi une femme lesbienne pourrait pas mater une paire de fesses sur une pub de jeans? C'est ok. Tu vois, il y a pas de souci. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est pareil pour les pubs de mode masculine, où tu vois que des tablettes de chocolat et que finalement, oui, c'est le cliché du mec super musclé, c'est Ken, quoi.
Mais Ken, il fait pas rêver tout le monde aussi. Je pense qu'on a envie de voir autre chose. Après, pour certains propos, je trouve ça cool. Par exemple, pour la joaillerie, pour les bijoux. Moi, ça me plaît, entre guillemets, de voir que des mains ou que des lobes d'oreilles parce que je trouve ça hyper élégant. Après, oui, une grosse paire de fesses pour montrer un jean et c'est le jean enfin, la paire de fesses de taille 36 bombée sur Photoshop. Non. Mais par exemple, voilà, pour certains propos, moi, ça me dérange pas. Oui, quand c'est approprié finalement voilà. au produit. Ouais. Mais c'est vrai que je disais très sexuel, mais parce que aussi il y a eu MeToo, on a beaucoup entendu quand même que ça soit de mannequins et bien tout, parler d'agression sexuelle, de photographes de mode. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a quand même une vision très hétérosexuelle du photographe homme porté sur la mannequin femme, qui est souvent d'ailleurs mineure. Enfin, ce que tu disais. Ça c'est dramatique. Oui, ce côté juste la femme ou l'homme est un mannequin cintre. Pour moi, ça, pareil, c'est ce que j'ai dit dans mon mémoire de fin d'études. Mon mémoire de fin d'études, il s'appelait Sans filtre. Et justement, j'ai fait une série de photos où en fait, j'ai pris des jumelles pour ce shooting-là et je leur ai mis des cintres partout en fait, comme si vraiment elles étaient portées par un cintre sur les photos. Et pour moi, c'est vraiment voilà la notion de mannequin cintre, elle est sur tous les défilés de mode encore aujourd'hui. Et quand tu regardes les premiers défilés, les femmes, elles étaient élégantes, elles étaient fières de défiler, elles souriaient presque, elles dansaient. Pourquoi on a perdu ça ? Pourquoi on n'en revient pas ? Voilà, un défilé, c'est quand même pour présenter une collection, c'est pour montrer un ADN. Si tu choisis telle fille dans ton casting, ce n'est pas pour rien. Alors mets-la en valeur et fais-la kiffer et qu'elle sourit, entre guillemets, pour défiler. Ben non, parce que sourire, c'est pas séducteur. Ça aussi, pour moi, il y a un gros problème. C'est, ah non, une femme, si elle fait la pub d'un parfum ou si elle fait surtout sur les pubs de parfum, tu vois rarement des femmes qui sourient. Tu vois des femmes qui ont un regard un peu aguicheur avec la bouche entrouverte parce que c'est plus séducteur. Ça, on me l'avait dit pendant que j'étais en stage. Une femme, sur une pub de parfum, doit toujours avoir la bouche entrouverte parce que c'est séducteur. C'est très grave. Ouais. Et je voulais aussi avoir ton avis sur pour justement donc on l'a vu, le changement il est là quand même, on le touche du doigt, c'est très lent et il faudrait faire encore plus, mais d'après toi ça devrait venir plus des marques, plus des photographes, un peu de tout le monde pour comprendre un peu qui doit impulser tout ça. Mais je pense que c'est tout le monde et pas forcément que les gens qui gravitent dans la mode. Tout le monde est un peu touché par la mode, tout le monde s'habille. Donc, t'as un goût pour le vêtement ou pas, tu dois t'habiller, entre guillemets, parce qu'on t'a dit t'as pas le droit de sortir tout nu dans la rue. Voilà. Mais pour moi, voilà, ça, c'est comme un peu l'arrêt du plastique en 2040 en France. Pourquoi en 2040 ? Si demain, on vous dit, dans un an, il n'y a plus de plastique, ben, les marques, elles vont se bouger un peu les fesses. Alors évidemment, c'est hyper facile à dire parce que c'est de l'économie, parce qu'il y a plein de démarches derrière, parce que ça prend du temps d'entreprendre des démarches comme ça. Mais pour moi, ça doit pas venir que de l'industrie de la mode ou que des créateurs de mode. Ça doit venir de tout le monde. Mais moi, je pète un plomb intérieurement dans ma tête quand j'arrive en shooting et qu'il y a encore des bouteilles en plastique individuelles. Et surtout en temps de Covid, eh ben, prenez un verre, vous mettez une étiquette et voilà, c'est le verre de Justine, c'est le verre de Tartampion. Pourquoi il y a encore des bouteilles en plastique ? Pourquoi il y a encore des portions individuelles emballées dans du plastique sur des shootings ? C'est ça aussi, dans mon milieu, pour moi, c'est ça aussi. C'est des petits changements qui feront bouger les choses. Et après, ben, ça remonte dans les grands bureaux. Mais pour moi, c'est tout le monde doit faire un effort à son échelle. S'il a envie, chacun doit agir pour ça. Ouais, non, on est d'accord sur le tout le monde et tout le monde est concerné par ces changements. Et pour revenir aussi un petit peu à toi et terminer cette interview sur toi, comment a évolué personnellement ton rapport aux vêtements, à la mode depuis que tu es photographe et que tu travailles dans cette industrie ? Je pense que après j'ai toujours eu un goût développé pour la mode, j'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours aimé un peu me démarquer. Aussi, déjà voilà, au collège, au lycée, j'étais la seule ronde du groupe, mais en plus j'étais celle qui mettait des baskets avec des robes et ça a effaré mes camarades de classe masculins et moi ça me fait encore rire. Mais voilà, j'ai toujours aimé. J'ai porté du rouge à lèvres très vite. J'ai toujours eu des grosses lunettes. Donc le rapport aux vêtements pour moi il a toujours été sain. J'ai toujours aimé porter un vêtement où je me sentais bien. Je me suis jamais dit ce vêtement là
il faut absolument le porter parce qu'il est à la mode. Bien sûr, j'adore les tendances, hein, on va pas mentir. Mais j'ai toujours eu un rapport sain. Comment il a évolué? Il a évolué dans le sens conscience écologique, entre guillemets. Est-ce que j'ai besoin de ce vêtement? Ce qu'on nous rabâche depuis des années, mais finalement, c'est vrai. Est-ce que j'ai besoin de ce vêtement? Est-ce que ce vêtement-là, je peux pas le modifier pour qu'il me plaise toujours et qu'il reste dans ma garde-robe? Voilà, j'ai toujours eu un bon rapport. Je pense que c'est aussi une manière d'assumer son corps, de bien s'habiller, d'avoir des vêtements qu'on est content d'acheter, qu'on est content de voir dans son placard. J'essaye, moi, de plus en plus de me tourner vers de la seconde main, vers du vintage. Ça fait des années, justement, que je suis pas rentrée dans un Zara ou un H&M. Ou sinon, c'est que j'accompagnais quelqu'un. Mais je me sens plus capable d'aller faire des samedis après-midi shopping chez Zara, H&M et compagnie, quoi. Donc je suis fière de moi parce que pour moi c'est un grand pas, c'est un grand changement. C'est cool qu'il y ait de plus en plus de monde qui fasse ça, qui aille vers du vintage. Après moi, aller en fripe, c'est un truc que j'ai toujours fait aussi parce que ma sœur a adoré ça très vite. Donc moi, je suis ma grande sœur, je vais en fripe. Moi, l'odeur de la fripe, j'adore. Ma maman est dégoûtée, par exemple, de l'odeur d'une friperie. Nous, on a toujours adoré ça. Donc je pense que j'ai jamais eu un mauvais rapport aux vêtements et ça m'a servi aussi de justement voir les marques qui faisaient ça pas seulement pour un côté économie, mais qui aimaient les vêtements qu'ils faisaient, qui étaient passionnés. Parce que des clients qui sont passionnés, qui sont contents de mettre en valeur leurs vêtements, je trouve ça hyper important parce qu'il y en a où tu vois que c'est que du business et le shooting, il a moins de saveur, quoi. Voilà. Ok. C'est intéressant de voir aussi les prises de conscience et tout. Ah oui. Et il y a une question aussi que je voulais te poser parce que contrairement à certaines photographes ou certains photographes, tu utilises ton compte Instagram comme une plateforme pour te montrer. Et je me demandais, quand on passe ses journées derrière un objectif à photographier les autres, d'autres corps, d'autres personnalités, quel rapport on entretient avec sa propre image et son propre corps? Alors, moi, je sais, par exemple, que ça peut... on m'a dit plusieurs fois, oui, tu devrais dissocier ton pro du perso sur Instagram, te faire un compte que pour tes photos pro, ton métier, et un compte perso où, si tu as envie de montrer tes dernières baskets, tu les montres. Je me suis très souvent posé la question et finalement, la réponse a toujours été la même. Je suis Justine Choquer, vous voyez tout. Voilà, j'ai toujours aimé la mode justement, donc montrer ce que j'achète. J'ai même une chaîne YouTube où je faisais des vidéos de make-up, où je montrais ce que j'avais acheté en friperie, etc. Donc j'ai toujours aimé ce rapport-là. J'ai commencé certes avec mes copines pour faire des photos, mais j'ai aussi commencé en faisant des autoportraits, à tester des trucs, à tester des effets, à tester des retouches. Donc pour moi, ça a toujours fait partie de mon travail. Après, j'ai pas la prétention de dire je vais peut-être pas faire un shooting de moi comme je shooterais une mannequin. Je me vois pas faire venir un coiffeur, une maquilleuse pour me mettre en beauté et me shooter. C'est juste, j'ai envie de tester un truc, je vais le tester sur moi. Ça me fait plaisir de voir que les gens sont contents de voir qui y a derrière. Parce que justement, peut-être que je communique pas l'image hyper lisse de la photo de mode strass et paillettes. Oui, sur Instagram, je dis quand j'ai passé 3 heures à retoucher une semelle de chaussure parce qu'on avait oublié d'enlever une étiquette, ça fait rire les gens, mais c'est aussi ça. Quand il y a un client qui m'a pas payé depuis 4 mois, je le dis aussi, donc ça participe à ça. Je pense que tu le vois aujourd'hui, je suis nature peinture. C'est ce que j'aime communiquer aussi, ça fait partie de ma personnalité. Et tu n'aimes ou tu n'aimes pas, t'as envie de suivre une photographe qui se montre ou qui se montre pas, c'est ton souci. Après, mon rapport au corps en photographiant des gens différents tout le temps, c'est génial. Parce que c'est presque comme une thérapie. On en a tous des complexes. Et finalement, de photographier tous les corps, je me dis, ok, en fait, je photographie des femmes qui se sentent bien dans leur peau. Moi, ça me fait sentir bien dans ma peau aussi. Non, mais c'est ce que je me demandais, tu vois, quand on passe sa journée derrière un objectif à voir des gens, à les photographier, comment nous on arrive, comment toi tu arrives à t'accepter, quel rapport tu entretiens avec ta propre image. Ouais. Non, moi mon image, c'est sûr qu'il y a des jours où tu te trouves canon et des jours où tu te trouves trop moche, mais ça c'est n'importe qui, tout le monde, hein. Voilà, n'importe qui dans n'importe quel métier. Peut-être que justement cette étiquette de photographe body positive, ça me fait shooter des gens différents. Peut-être que je prendrais pas cette chose-là dans mes photos. Peut-être que j'aurais photographié que des mannequins dites parfaites et que oui, là j'aurais complexé. J'ai eu la chance de faire un projet avec le bureau de style Imperfection qui passera par là, je le sais. Alors Mathilde, coucou. On a fait un projet au salon de la lingerie. Je pense que c'est un de mes projets pro que j'ai préféré faire et qui m'a
qui m'a éveillée énormément. On avait un stand au salon de la lingerie et notre pari, donc le salon de la lingerie, c'est quand même réservé aux professionnels, aux acheteurs, c'est pas, tu es pas au musée, quoi. Tu es là pour faire du business. Donc, on devait photographier une partie du corps, donc c'était que des femmes, une partie du corps d'une femme qui passait, lui proposer de faire une expérience, de photographier ou une partie du corps qu'elles aiment ou une partie du corps qu'elles n'aiment pas. Donc pour se dire ok c'est trop bien, j'ai une photo de moi avec mes fesses que j'adore, ou bon je vins mon complexe, j'ai n'importe quoi sur la cellulite, on fait un gros zoom sur ma cellulite. Donc c'était un énorme pari parce que les gens n'étaient pas là du tout pour ça. Donc c'était sur 3 jours. Le premier jour, on a dû faire 3 photos. Donc on a eu la conscience de dire ok, parce qu'en fait les photos on les imprimait, on leur donnait après. On les a affichées sur notre stand et au plus on avait des photos affichées, au plus ça intéressait des gens. Évidemment. Et en fait, moi j'avais l'impression d'être docteur parce que j'étais vraiment dans une cabine petite où je voyais une femme se déshabiller, donc en soutien-gorge, en culotte. C'est quand même compliqué déjà de se déshabiller devant quelqu'un que tu connais pas. Donc moi aussi, c'est un rôle à jouer de mettre en confiance, de dire ok. Et je pense que j'aurais été un homme photographe qui fait ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et du coup, j'ai eu je sais plus, je crois qu'on a photographié une 50aine de femmes. J'ai eu 50 histoires différentes de pourquoi je veux photographier ça, pourquoi je veux pas photographier ça. Ah, et j'ai même eu des femmes qui m'ont dit mais moi j'aime rien chez moi. Mais j'ai pleuré en fait. Il y a une nana qui m'a touchée, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a dit mais moi il y a rien que j'aime chez moi depuis toujours. Quoi ? Non, vous pouvez pas dire ça, vous avez pas le droit de dire ça, il y a bien un truc. Et finalement, on a parlé, elle a dit écoutez, moi je vais faire une photo de mes fesses, comme ça ma fille elle sera fière de moi parce que ma fille elle adore mes fesses. Voilà. Et cette expérience là, mais c'est génial. Moi je la souhaite à tout le monde, à tous les photographes parce que tu te sens hyper bien. Moi j'avais l'impression de leur avoir rendu service, mais elles aussi elles m'ont rendu service parce que j'ai eu des femmes, je sais pas, de 25 à 60 ans, toutes avec une histoire différente, toutes avec un vécu différent et qui ont photographié majoritairement, oui, les cuisses et les fesses et le ventre parce que c'est les gros complexes qu'on te donne aussi dans les magazines de mode. Donc il y a tout qui est bouleversé. Mais moi, mon image au corps, je me remercie d'avoir inclus toutes les femmes directes parce que je pense que je me sentirais pas aussi bien aujourd'hui. Ouais, si t'avais pas photographié finalement toutes les femmes. Oui. Et est-ce que tu crois que pour être une bonne photographe de mode, il faut être soi-même à l'aise devant un objectif et avec son image ? Je pense pas que ce soit obligatoire. Je pense que ça peut aider. Parce que c'est aussi pour ça que moi je me prends encore en photo. J'ai arrêté pendant un moment, mais là j'ai repris depuis peu et surtout pendant le Covid parce que j'avais personne à prendre en photo et que du coup je me suis prise moi. Mais je pense que c'est important au moins une fois de se mettre à la place de la personne que tu photographies, de voir comment ça fait. Surtout quand je photographie des nanas en lingerie, c'est quand même un pas pour moi de se mettre en culotte soutif devant quelqu'un que tu connais depuis 5 minutes. Alors ok, je suis souriante, mais ça fait pas tout. Et pour moi, c'est hyper important et ça peut faire partie du job. Parce que tu te mets à la place de la personne, parce que tu sais ce que c'est, parce que c'est aussi un stress, c'est gérer une image, c'est te montrer devant parfois des dizaines et des dizaines de personnes qui sont fixées sur toi ou fixées sur l'écran où tu apparais quand le photographe fait clic avec son appareil photo. Donc pour moi, c'est pas obligatoire, mais je pense que ça peut aider. Rien que de mettre en confiance les gens. Moi, je sais qu'aussi j'ai des clientes particulières qui viennent juste faire des photos d'elles. J'ai pas que des marques de vêtements qui me contactent, j'ai aussi des particuliers. Mais parfois des particuliers qui n'ont jamais fait de photos. Donc là aussi, c'est un challenge génial et je suis trop contente quand j'ai des particulières qui viennent me demander « Bonjour, j'ai jamais fait de photos, est-ce que c'est OK ?» J'ai même des gens qui me disent « Est-ce que vous faites des shootings de gens qui n'ont jamais fait de photos ?» Mais bien sûr, éclatez-vous, c'est une super expérience et je conseille à tout le monde d'un jour faire un shooting parce que ça a un œil différent, on est montré sous un différent jour. Tu te dis je vais faire un shooting de moi, je mets ma meilleure tenue, donc t'as des photos de toi où t'es habillé d'une manière que tu aimes. Et pour moi, oui, c'est important, surtout quand t'es face à des particuliers. Ouais. Et je pensais aussi à une question que je voulais te poser, tu vois, et que j'ai oubliée. C'est récemment une de mes anciennes invitées, Gaëlle Prudencio, qui faisait un peu un focus sur le choix des mots, sur, tu vois, tu disais les mannequins plus size, les mannequins rondes, ce genre de choses. Et elle disait, en fait,
il faut qu'on mette des mots aussi sur ça pour briser un peu les tabous. Non, je suis grosse. Non, je suis pas ronde. Non, je suis pas plus size. Et c'est pas grave. Enfin, c'est pas un problème en fait. Enfin voilà. Et je voulais un peu avoir ton avis sur ça parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est shooting plus size. On parle de 42 à chaque fois ou 44, tu vois. Donc, je vais doucement rire, mais bref, peu importe. Après, c'est voilà. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ce choix des mots là aussi qui finalement perpétue un peu ce. J'ai écouté l'épisode avec Gaëlle et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle disait. Mais même moi, en fait, je me suis peut-être même pas rendu compte que j'utilisais ces mots-là. Tu les as utilisés et du coup, je me demandais, je me demandais si on les entend tellement aussi qu'au bout d'un moment. Oui, mais c'est vrai que voilà pourquoi après mettre des mots. Ça reste un vocabulaire, ça dépend qui l'emploie, comment s'employer. Toujours pareil, on peut tout dire. Les mots, il y en a plein, ça existe pas pour rien. Donc voilà, utilisons les mots. Après, si c'est discriminant, c'est non. Si c'est pour te mettre dans une case, c'est non. Moi, je sais que j'ai eu la conscience du mot black, du mot renois. Je m'interdis aujourd'hui de dire black ou renois. Non, la personne est noire et c'est normal. Pourquoi on nous a inculqué le black ou le renois comme si c'était... Parce qu'on n'osait pas dire le mot, compliqué de dire noir, alors que non, t'es blanc, t'es noir, ok, voilà. Et moi, avant, je pouvais dire, je suis ronde, comme je t'ai dit tout à l'heure, alors que, ok, je suis grosse pour certaines personnes. Moi aussi, j'ai des rondeurs, ok, je suis grosse, mais c'est ok, ça me définit, ça définit ma personne. Après, j'entends dans la rue sale grosse. Ça aura pas la même saveur. Non, c'est sûr. C'est sûr, tu vois. Mais oui, non, je le pensais pas. Tu vois, c'était vraiment sur et même au-delà de toi, comment tu parles et tout de ce genre de choses, mais c'était même plus sur le choix des marques de mode quand elles utilisent ces termes-là, shooting avec des rondes, shooting plus size et tout. Et à chaque fois, je me dis. Pourquoi on a ce problème de alors qu'on va dire mince ou maigre? Mais même maigre, mince, il peut avoir une connotation que certaines personnes n'aiment pas, tu vois. C'est clair. Donc oui, c'est vrai. Toujours pareil, pourquoi pointer du doigt le fait que c'est une nana qui est grosse, ronde, plus size, on l'appelle comme on voudra, chacun fait ce qu'il veut. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est en arrêtant justement de mettre un adjectif à chaque fois, à chaque mot, à chaque personne, à chaque truc, qu'on arrêtera de féliciter les marques de mettre une mannequin noire ronde. Non, vous mettez une mannequin, ok, c'est tout. Vous mettez une mannequin, vous avez fait un édito avec tel et tel mannequin qui fait un 44, ok, mais ça sert à rien de le signifier. Voilà. Ouais, d'accord. Et bien, écoute, on arrive à la dernière question, rituel du podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Oui, alors on va rentrer dans le cliché, mais c'est pas non plus pour tout le monde. Je vais bêtement dire mes parents et ma sœur, parce que c'est grâce à eux, entre guillemets, que je suis là aujourd'hui, que j'ai fait le métier, que j'ai ces pensées-là. Bien sûr, on s'éduque tout seul, mais quand on a une famille qui nous entoure, c'est toujours mieux. J'admire aussi les personnes qui sont dans des transitions et dans toutes les transitions, que ce soit écologique, identitaire, dans une démarche d'acceptation de soi, voilà, toutes ces personnes-là. Et une personne que j'admire beaucoup en ce moment, c'est une photographe italienne qui s'appelle Nima Benati. Je vous conseille à tous d'aller voir son travail. Alors elle, pour le coup, elle fait pas des campagnes très écologiques parce qu'elle shoot pour les gros magazines, etc. et elle part en voyage, mais c'est une bosseuse de ouf. Et justement, elle aussi, elle se montre sur son Instagram, elle fait des autoportraits, elle dit quand elle a fait des journées de 24 heures de shooting sans dormir parce qu'il fallait rendre les photos. Et je trouve ça cool aussi de décomplexer ce côté-là de la photographie, et c'est ce genre de personne que j'aime suivre. Ouais, voilà. Finalement, d'ancrer la photographie dans une certaine réalité, d'arrêter de glamouriser tout cet univers-là, quoi. Et aussi de dire que le photographe est juste là pour appuyer sur le bouton. Ouais. Effectivement, il y a un petit peu plus de travail derrière. Oui. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci infiniment. Merci. Merci à Justine d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.